On va entamer donc la table ronde qui sera peut-être un débat, ça je ne peux pas préjuger. Comme je vous l'ai dit, on va essayer d'organiser ça autour d'une série de questions qui ressortent au moins en partie des exposés, ce qui me permettra en même temps que poser les questions de refaire un peu une première synthèse de la journée. Alors, faites peut-être aussi l'exercice de vous-même vous positionner par rapport aux questions que je vais poser. Ça peut être intéressant. On n'est pas avec la petite boîtier où on peut voter. C'est pas l'objet d'aujourd'hui, puisque l'objet c'est d'abord d'écouter des acteurs bruxellois, mais certains d'entre vous dans la salle sont aussi des acteurs d'une manière ou d'une autre. Et donc chacun des membres du panel à qui je demanderai dans 2 petites minutes de se présenter rapidement pour que vous sachiez qui est qui, va répondre, je dirais, aux questions en 2 temps. Tout d'abord, vous voyez qu'ils ont tous une petite tablette avec un stift sur les genoux. Donc ça veut dire qu'ils vont chacun d'abord se positionner par rapport à la question en répondant oui, non, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Je ne sais pas, ça dépendra du type de question. Et ensuite, en fonction des réponses qui ont été données, on ira un petit peu creuser les points de vue et comme ça, on enchaînera les questions. Alors, les questions vont aborder 3 grands axes. Le premier, c'était la question de la définition des activités productives, sur lequel on reste un peu finalement sur sa faim au cours de cette journée, puisqu'on a eu beaucoup d'avis pas forcément concluants. Ensuite, on abordera plus la question de l'intégration de ce concept un petit peu flou dans les politiques urbaines, avant de réatterrir, je dirais, sur le sol, très concrètement, sur l'inscription de ça sur le territoire de Bruxelles, mais aussi en se posant la question sur Bruxelles, oui, mais à quelle échelle? Donc voilà un petit peu pour le cheminement de l'heure qui va venir. Alors, avant de commencer, pour que vous voyez un petit peu qui vous avez là, je vais demander à chacun des orateurs de se représenter, mais très très rapidement, son nom, l'organisme dans lequel il a usage ou fait son activité principale, et puis peut-être un petit mot plus personnel sur, je dirais pourquoi j'ai répondu oui, alors soit parce que mon chef m'a dit de venir, ça peut arriver, mais surtout de peut-être expliquer très très rapidement et de manière très courte leur lien avec la question des activités productives. Voilà. Julien Bach, Hub Brussels, donc l'agence bruxelloise pour l'accompagnement des entreprises, donc plutôt les praticiens ici. Néanmoins, je dirige le département recherche et développement, ce qui nous pousse à avoir une vision d'ensemble et à développer des indicateurs, des cartographies, des analyses du territoire et de son lien avec l'économie, et réciproquement de l'économie en lien avec le territoire bruxellois. Pourquoi on a dit oui? Mais parce qu'on a été invité très aimablement, et donc c'était la moindre des choses de répondre oui à cette invitation. On a aussi été impliqué un peu dans l'élaboration, dans les ateliers préparatoires à l'élaboration du plan industriel qui a été évoqué tout à l'heure. Bonjour, je suis Christian Borret, je suis le bouwmeester maître architecte. Le bouwmeester travaille, en fait, stimule la qualité de tous les projets urbains à Bruxelles. Je travaille pour la région, pour le gouvernement, mais dans une position indépendante, ça c'est très important, donc je peux critiquer le gouvernement. Avec le BMA et mon équipe, on a organisé beaucoup de concours, des concours d'architecture, pour concevoir de nouvelles typologies qui intègrent en fait l'activité productive en ville et qui même parfois mélangent l'activité productive dans un seul bâtiment avec des logements au-dessus, etc. Donc on travaille, on pourrait dire, moi je travaille sur le côté physique, créer de l'espace pour les activités productives, et je trouve la question d'aujourd'hui, elle est devenue extrêmement pertinente. Maintenant qu'on a ces espaces, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Quelle priorité est-ce qu'il faut donner à quel genre d'économie productive à Bruxelles? Benoît Dassy, de la CSC, donc le syndicat chrétien ici à Bruxelles. Moi, je travaille
pour l'interprofessionnel dans le syndicat. Donc je ne représente pas des travailleurs d'un secteur particulier, mais je représente les positions de la CSC, notamment au Conseil économique et social et dans d'autres conseils consultatifs, sur de nombreuses matières urbaines, dont le développement économique, mais aussi la mobilité, l'environnement, le logement, etc. Et c'est à ce titre qu'on m'a demandé d'intervenir, et j'ai dit oui parce que je suis un type pas contrariant, que je suis toujours curieux de faire la connaissance d'un tas de gens intéressants, et que je ne peux certainement pas laisser Bessie tout seul sans les surveiller. Hein, voilà. Philippe Antoine, CityDef, ex-SDRB, 45 ans, c'est l'âge de la SDRB, j'ai malheureusement quelques années de plus. On développe des infrastructures pour le maintien et le développement de l'activité économique en ville. En 45 ans, c'est un métier évidemment qui a fort évolué. Nous étions précédemment présents dans les commissions de concertation qui donnaient un accès privilégié à l'ensemble des demandes de permis. En 2006, on a souhaité pouvoir mener une étude pour mesurer l'impact du fait que des surfaces se faisaient phagocyter pour le développement déjà à l'époque du logement, le développement de la ville. Il y a un rapport de force entre des fonctions faibles et des fonctions fortes. Fonctions fortes, antérieurement le bureau, au jour d'aujourd'hui essentiellement le logement, et développement d'activités productives étant toujours une des fonctions faibles. La mesure, l'étude à laquelle nous avions procédé avait mis en exergue, à travers une analyse sur une durée de 20 mois, pour être en dehors d'un cycle annuel, on a épluché 100% des demandes de permis qui passaient en commission de concertation pour voir quel était le sort des mètres carrés d'activité économique. Est-ce qu'ils augmentaient, ils passaient à la trappe, ou est-ce qu'ils étaient maintenus? Sur la durée, il y a 172 000 mètres carrés qui sont passés à la trappe, ce qui faisait une moyenne de 8 300 mètres carrés de surface d'activité économique qui disparaissait par mois, ce qui a permis d'objectiver quand même un petit peu l'ampleur du phénomène. Et depuis lors, de nous, de dire, on peut aussi nous prendre le taureau par les cornes et d'essayer d'être plus créatif avec les moyens et les cartes qu'on a en main, et de commencer à développer, avec plus de créativité et d'imagination, une offre publique des bâtiments qui puissent accueillir l'ensemble des acteurs économiques, et essentiellement tissu économique bruxellois, des PME, avec plus récemment un focus sur l'artisanat. J'espère vous en parler dans un instant. Donc, Claire Scueillet d'Interenvironnement Bruxelles, j'ai été présentée par Benjamin comme l'activiste environnemental. Alors, donc pour être un peu plus précis, c'est vrai qu'à une époque sur un plateau télé, on était traité de Khmer vert. Mais bon, je pense qu'en fait, nous défendons une ville à la fois sociale et environnementale. On est une fédération de comités d'habitants, on existe maintenant un peu plus depuis 40 ans. Depuis quelques années, on est installé à quelques pas d'ici, en plein milieu du quartier Evart, quartier dit des garages, qui sont en fait essentiellement des exportateurs de véhicules d'occasion. Ce qui nous a amené à ouvrir les yeux sur une réalité qui vient très bien d'être décrite par mon voisin. En fait, on a un peu le même point de départ par rapport à la question des activités productives en région bruxelloise, c'est de s'inquiéter sur la pression du foncier sur les territoires qui bordent le canal, des quartiers centraux avec une population à faible pouvoir économique, une mise en compétition des fonctions, et donc autrefois nous luttions contre les projets de bureaux face au logement, et aujourd'hui on se retrouve presque à lutter contre certains projets de logement pour préserver à la fois de l'habitat accessible et préserver des activités, notamment productives, utiles à la ville, à ses habitants, et aussi pour des questions d'emploi. Voilà. Bonjour, Geoffroy Drapier, donc je représente ici le port de Bruxelles en tant que responsable de la coordination des projets et la relation avec la clientèle. Peut-être en 2 mots, pour ceux ou celles qui ne connaisseraient pas le port, c'est une institution publique dont l'actionnaire majoritaire est la région, avec un actionnaire également important qu'est la ville de Bruxelles. 3 missions: gérer les infrastructures permettant la voie d'eau, donc la gestion du dragage, du canal, la rénovation et l'entretien des murs de quai.
Également, nous avons une mission de facilitateur logistique. Ça, on a entendu tout à l'heure ce terme qui est en lien direct avec la notion de production. On pourrait y revenir, je pense. Et la troisième mission, et je pense c'est la mission qui fait que c'est évident qu'on est présent ici, c'est la mission de développer des projets économiques sur les terrains dont dispose le port. Donc il faut savoir qu'on a environ 85 hectares de terrain disponibles, plus ou moins disponibles en fonction des échéances des concessions. Et donc cette réserve foncière est effectivement, comme disait ma voisine, une réserve qui doit être maintenue et promue pour le maintien et le développement d'activités productives. Bonsoir, Olivier Willox, administrateur délégué de BESI. BESI, c'est quoi? C'est la Chambre de commerce et la Fédération patronale. Dans la Chambre de commerce, qu'est-ce qu'on fait? On assiste les entreprises, on est un peu le concurrent de Hub en étant 100% privé. Et nous avons aussi des écoles, notamment pour adultes. Et donc, dans l'autre volet, nous avons la chance de négocier avec les syndicats toute la journée, ce qui est un vrai plaisir. Et donc, merci encore d'être là aujourd'hui. OK. Alors, première question à laquelle je voudrais vous soumettre. Donc, vous pouvez sortir vos petites tablettes et votre stiff. Donc, au cours de la journée, on n'a pas eu une définition de ce qu'était une activité productive. On a même eu plutôt quelqu'un qui nous disait « vous posez pas cette question, c'est pas la bonne ». Voilà. Alors, je vais vous poser une question. Voilà. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas une définition claire de ce que c'est une activité productive, dans le cadre de vos activités, je dirais, est-ce que c'est plutôt un gros problème ou plutôt une opportunité? Voilà. Ne pas avoir une définition claire, définitive, arrêtée de ce que c'est les activités productives, plutôt problème, plutôt opportunité. Tu peux tourner les pages après. Hein. Tu peux juste... Ah oui, tu vas me la retourner après, oui, tout à fait. Alors, je vais les lire pour les gens qui sont un peu loin au fond de la salle. Hein. Je sais bien qu'à cette heure-ci... Voilà, non. Alors, l'anglais a raison. Voilà, alors, donc ça, plutôt un problème. Alors, plutôt un problème. Alors, plutôt un problème parce que ça peut générer des abus. Plutôt une opportunité, car ça maintient le futur ouvert, si je résume. Plutôt un problème. Et alors, ça génère un rapport de force. OK, et plutôt un problème. OK. Alors, je vais commencer peut-être par toi qui l'a vraiment présenté comme un problème sans le nuancer. Après, on passe à... Donc, pourquoi un problème? On a fait arriver le micro qui doit voyager. Hein. Je vais essayer de ne pas questionner deux personnes d'un bout à l'autre tout le temps. Ta question était insidieuse d'une certaine manière parce que tu poses par principe que la définition est floue. Et donc, si on considère qu'elle est floue, oui, c'est un problème parce que ça va engendrer des difficultés, de notre point de vue, pour les entrepreneurs qui ne vont pas se retrouver dans les cases des administrations et qui vont devoir parfois jouer des jeux un peu cross-border pour obtenir des permis, des choses comme ça. Par contre, pour nous, la définition, elle est relativement claire, même si avoir une définition n'est pas un but en soi. Mais ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où il y a de la matière qui est transformée, il y a cette notion de matière qui est très très importante, à ce moment-là, nous, on considère qu'on peut parler d'activité productive. Et c'est ça qui va être le plus important. C'est pour ça que le titre aujourd'hui de la production urbaine est beaucoup plus intéressant, je trouve, que celui de l'industrie. Parce que là, il y a une communauté de difficultés, en fait, finalement. Celui qui va demain vouloir s'installer en tant que menuisier va rencontrer des problèmes assez comparables à celui qui va vouloir s'installer en tant que boulanger. Et le point commun des deux, c'est qu'ils transforment de la matière et ils veulent le faire dans le tissu urbain. Donc pour nous, de ce point de vue-là, c'est assez simple. Maintenant, le fait que ce soit pas que cette définition-là ne fasse pas l'unanimité, ne soit pas inscrite telle quelle dans les textes qui ont force de loi et qui ont valeur réglementaire, là, ça pose des difficultés au quotidien et c'est
à cette question-là que je répondais de cette manière-là. Ok, merci. Le fait qu'on, finalement, c'est pas forcément l'étiquette type d'activité NACE qui est le critère important, mais plutôt vraiment ce qui est fait par l'opérateur. On pourrait parler statistiques, mais je crois qu'on va zapper. Ok, alors j'avais quelqu'un qui le présentait plus comme une opportunité. Je peux vous demander de le développer plutôt le volet opportunité ? Oui, l'opportunité, c'est parce que l'économie est en train de changer. Et donc, la différence parfois entre ce qui est vraiment production et des services, etc., devient moins claire. Hein, des services la production de prototypes, en fait, c'est quoi exactement? Il y a beaucoup d'emplois, etc., aussi dans les Fab Labs qui sont pas toujours peu qualifiés, mais high skilled. Et donc là, il y a clairement une zone grise qui est propre, je crois, à l'évolution de notre économie. Mais si je devrais choisir, je dirais quand même problème, parce que je soutiens totalement votre idée. Donc, actuellement, dans la réglementation de la région pour les émus, il est mis que les activités productives peuvent être également des activités qui produisent des biens immatériaux. Et donc là, c'est hallucinant, parce qu'en fait, ce sont des bureaux. Et donc, on autorise les bureaux sous le chapeau des activités productives. Et donc, ça, c'est comment contredire votre propre volonté politique. Donc, ça, il faut le faire. Ouais. Alors, ZEMU, peut-être à traduire pour les gens, donc c'est une des nouvelles classes apparues sur le PRAS, le plan d'affectation, qui sont des zones de mixte où on peut aussi avoir du logement et des activités qui normalement étaient plutôt des activités productives. Mais où on veut maintenir un nombre minimal d'activités productives, mais alors il faudrait maintenir des activités productives vraies. Alors, je pense que vous avez aussi exprimé ça comme un problème. Oui. Ce qui est évoqué ici est vraiment fondamental, c'est la clé. Et donc, ce n'est pas tellement le contenu de la définition, c'est le fait de savoir que c'est une activité qui reste une fonction faible, et donc de savoir comment pouvoir l'implanter à certains endroits dans la ville. Et quand vous aviez des zones mixtes où vous pouviez avoir du bureau, du logement et de l'activité productive, propriétaire, de manière légitime, il veut valoriser son bien, préfère faire du logement, et conclusion, il n'y a plus de place pour de l'activité productive de manière simple, offre, demande, prescription urbanistique. Et donc, pour rebattre un petit peu les cartes, en 2012, il y a eu de grosses réflexions pour redéfinir une zone mixte, mais qui soit alors une vraie zone mixte. Et c'est comme ça qu'est apparu dans les textes, avec le PRAS démographique en 2013, les zones d'entreprise en milieu urbain, qui ont cette faculté de protéger dans leurs intentions des surfaces pour pouvoir y héberger de l'activité productive. La difficulté étant qu'on laisse encore fort le choix aux opérateurs. À partir de développement de 10 000 m², il y a une obligation d'avoir au rez-de-chaussée de l'activité productive, mais on est en Belgique et en l'occurrence à Bruxelles, tout le monde est plein de créativité et sait très très bien lire les textes. Et donc on trouve toujours des soupapes et donc on se retrouve avec aussi des crèches, des magasins au rez-de-chaussée et pas des ateliers de production. Donc c'est là qu'est l'enjeu, c'est d'avoir un outil réglementaire qui permet de garantir qu'à certains endroits du territoire, on maintienne et on développe de l'activité économique. Alors, dernier intervenant que je vais prendre, puisque M. Willox a un peu botté en touche en disant que ce n'était pas une bonne question, donc je vais me concentrer par contre sur Claire Scoyer, qui elle a botté en touche en disant c'est une question de rapport de force. Parce que oui, suivant le côté où on se situe, c'est une opportunité ou un problème. C'est un problème de rente foncière finalement, parce que certaines activités ont une plus-value sans doute sociale et environnementale, mais ont moins de plus-value économique. Et c'est en ça que les activités productives ont souvent une fonction faible, parce qu'effectivement, pour le promoteur, le développeur, on le voit ici un peu plus loin au bassin de Bistebroek, on en parle là demain pour ceux qui vont venir à la balade et aux ateliers. En fait, ça n'intéresse pas, ce n'est pas assez producteur de plus-value économique. Et la rente qu'il faut aujourd'hui payer
pour développer ce type d'activité est beaucoup trop élevé. Et donc, en ça, je rejoins ce qu'a dit décidément, pour moi, je suis toujours d'accord avec CityDev. Oh non, non, on est plus souvent d'accord qu'on l'imagine. Mais donc, on a un énorme problème dans toutes les définitions. La définition des émus, effectivement, comme l'a dit Christiane Borette, qui met sur le même pied du service intégré aux entreprises. Aujourd'hui, on voit ici dans le quartier Evart, parce que nous, on part toujours des territoires, et donc dans ce quartier, on nous parle du liseré productif pour protéger les activités productives. Et quand on lit la définition, bon, c'est un projet, donc il y a encore moyen de le critiquer, on voit qu'on met sur le même pied l'activité productive et en même temps les commerces, les hôtels. On dit qu'il faut donner la priorité aux activités productives, mais on peut aussi développer d'autres activités. Et effectivement, il y a la question matérielle, immatérielle. Sans doute, l'immatériel peut beaucoup plus facilement s'insérer dans du tissu urbain, un peu partout. Et donc, quand dans des anciennes zones industrielles, comme au bassin de Bistebroek ou d'autres endroits le long du canal, on met sur le même pied matériel et immatériel, c'est beaucoup plus rentable pour le développeur et le promoteur d'y mettre de l'immatériel. Donc, c'est un rapport de force. Merci pour ce premier tour. Alors, ma deuxième question, cette fois-ci, vous n'allez pas devoir répondre oui ou non, vous allez devoir proposer quelque chose. Hein. Donc, comme ça, on varie un peu les modèles. Et ma question est la suivante. Alors, quand on a divers exposés, que ce soit au travers des micro-brasseurs, des barbiers, des bouchers travaillant. Enfin, on a mis beaucoup en valeur dans une série d'exposés avec une approche plus sociologique, anthropologique, l'image de ce qu'on va appeler le maker. Donc celui qui fait finalement ce qu'on pourrait appeler le néo-artisan et peut-être à certains autres endroits le néo-ouvrier. Et donc on a là une image finalement qui souvent renvoie à certains profils qui d'ailleurs sont pas si éloignés du service au consommateur direct dans bien des cas, hein, donc on peut déjà se poser des questions. Et donc ma question est un petit peu celle-ci. Dans ce que vous voyez des politiques d'encouragement à Bruxelles, hein, qui ne sont pas que des politiques urbanistiques, qui sont des soutiens à certains secteurs, des actions, est-ce que vous trouvez qu'il y a un grand oublié ? Un secteur ou quelqu'un ou un type d'acteur qui pour vous est vraiment un bel exemple d'économie productive qui devrait peut-être être protégé, mais qui pour le moment est un grand oublié à Bruxelles. Voilà. Et donc là, vous pouvez me faire une proposition. On va un peu vous laisser réfléchir parce que c'est un petit peu plus compliqué que oui ou non. Je vous invite à peut-être faire le même exercice vous-même. Ouais. Ouais. Pas trop long. Hein. Je sais pas où il est. Je pense qu'en termes de profession brute, bon, je ne vais pas vous dire on a oublié les pharmaciens ou on a oublié les boulangers. Par contre, de manière assez transversale, ce qui reste oublié au jour d'aujourd'hui, c'est le métier de la logistique pour pouvoir desservir la ville, avec des besoins énormes et qui vont faire que croître, et tout le monde en est convaincu. On a établi un plan marchandises, on a eu différents projets. Il y a eu la saga du Bilk, qui est une histoire malheureuse, mais depuis, il y a quand même eu la volonté de développer des centres de distribution urbaine. Et le développement de ces infrastructures aura un effet tout à fait positif, contaminant sur l'ensemble du tissu économique, parce que les besoins en logistique, en mobilité, en accès de matières premières et le fait de desservir, ils restent fondamentaux pour tous les acteurs économiques. Ok, donc si je reprends, ce que je devrais voir sur votre tablette, c'est logistique. Alors je vais demander aux autres maintenant, parce qu'on va essayer de garder les règles du jeu pour tout le monde. Hein. Alors, le black, donc l'activité non déclarée, la zone grise plus ou moins sombre de l'économie. Encore en réflexion, ok. La logistique, décidément, ça sent voilà. Le plombier, enfin en tout cas tous ces petits artisans du bâtiment, enfin où revient, voilà. Le old school, ceux qui existent déjà, ok, depuis déjà. L'existant à transformer. On peut dire la logistique, hein, mais
je disais tout à l'heure que dans son contrat de gestion qui vient à échéance maintenant, mais qui va être renégocié, le port a une mission de facilitateur logistique. En réalité, l'enjeu, c'est d'aider les entreprises et de fournir un cadre réglementaire permettant que les entreprises logistiques puissent s'épanouir dans le tissu régional. Alors c'est clair qu'il y a les infrastructures sur lesquelles il faut travailler, notamment à côté de Tour et Taxi, on a un potentiel bloc de 110 000 m² d'entrepôt qu'on peut aussi redéployer dans un cadre de logistique urbaine. Mais la question n'est pas si simple, et là on touche à la notion de convergence ou de synergie entre les actions régionales qui doivent être faites de façon globale et pas institution par institution, comme ça peut être parfois constaté. Mais, ouais. Alors, peut-être, petit rappel, peut-être certains n'ont pas suivi toute la journée, mais un des éléments aussi qui est apparu pendant la matinée, c'était cette sorte de paradoxe d'invisibilisation progressive de l'industrie parce qu'elle sort de la ville, parce qu'elle est de plus en plus loin. Et la fonction de l'industrie se voit finalement aujourd'hui au travers de ces camions, de ces flux, en fait, de ce qu'aujourd'hui on appelle le secteur logistique dans le territoire urbain. Donc là, on est aussi à de nouveau un peu raccord par rapport à certains des... Alors, par contre, Quelque chose qui n'a pas été cité, qui me semble important et que j'ai oublié, pour pas juste copier mon voisin. Les grossistes, en fait, je pense que c'est un acteur fondamental pour penser la ville et une forme de hub de redistribution qui ne sont pas les hubs comme on les pense. Les grossistes insérés dans la ville jouent ce rôle de distribution de marchandises et ils sont en train, parce qu'ils n'ont plus la capacité à payer la rente foncière, d'être chassés des quartiers centraux, à Barthélemy et compagnie, là où se trouve Métrolab notamment. Ok. Monsieur Willox, vous soulevez la question finalement de l'économie informelle, donc de cette économie qui est là, qui n'est pas forcément bien mesurée, mais qui est quand même là. Et donc, qu'est-ce que vous vouliez souligner par là et par le rapport par rapport à la question des activités productives? Ce qui était amusant tout à l'heure, c'était d'entendre quelqu'un qui disait « c'est embêtant pour l'administration parce que ça ne rentre pas dans les cases ». J'ai des zones à Bruxelles où j'ai quasiment 35 à 40% de points de PIB du quartier qui est en black. Donc on surrégule une activité déclarée et on régule absolument pas l'activité qui ne l'est pas. Et donc ça pose un vrai problème de concurrence et de concurrence déloyale. Et donc il y a des moments où il faut avoir une réflexion, c'est attention, quand on ne régule que l'activité légale. J'ai eu une discussion l'autre jour encore avec quelqu'un qui dit en fait pour l'instant on a plein de sociétés qui n'existent plus mais qui continuent d'avoir des activités totalement illégalement. Et donc on est vraiment confronté entre ceux qui aiment la normalisation et puis une réalité qui ne correspond pas. Et je dis attention quand on veut aller, et je n'ai pas de problème à ce que... Le problème c'est que toute la nomenclature et l'économie ça vit. Donc aujourd'hui vous pouvez avoir une activité... Je prends la SABCA, par exemple, qui vient vraiment de l'activité de la production historique, au sens de celle, en général, qu'on aime bien, avec une activité bien lourde. Aujourd'hui, si vous regardez sur le site, vous avez une grosse activité qui commence à devenir des gens qui font des dessins. Vous savez quoi? C'est la seule survie, d'ailleurs, pour une usine comme celle-là, c'est d'évoluer vers l'analyse technique, de commencer à avoir des dessinateurs et d'évoluer. Je pense que si vous ne laissez pas la flexibilité aux entreprises de s'ajuster dans un contexte économique mondial, vous les tuez en disant « vous ne pouvez exercer que tel type par nature d'activité ». Et je pense que c'est inhérent à l'activité. Si je produis un bien matériel et que je le vends, c'est de l'activité productive. Si je fais un leasing, c'est de la société de service. Mais je produis toujours le même bien. Donc, à un moment donné, dans la nomenclature, il faut savoir se dire que la transformation du produit, et je pense que je suis assez d'accord avec ce que CityDev dit, puisqu'on l'a défendu aussi, c'est qu'il faut préserver les activités faibles dans une ville et donc préserver un ensemble de lieux où on peut exercer des activités qui ont une plus petite valeur ajoutée. Et les grossistes ne sont pas partis du tout à cause de la valeur du foncier, ils sont essentiellement partis parce que on ne voulait plus, et je n'ai pas de position à prendre à ce niveau-ci là-dessus, de camions qui rentrent dans la ville et qui posent des problèmes de nuisance aux voisins. Et on a sur la mixité de la ville, et c'est peut-être intéressant d'en écouter d'autres, c'est cette difficile vivre ensemble, et qui est parfaitement légitime des deux points de vue d'ailleurs, qui fait à un moment donné qu'on veut sortir. Et je pense que toute la faiblesse qu'on a du modèle, et je ne veux pas être désagréable avec le port, c'est que dans la fonction logistique, le port dit « j'ai des terrains à valoriser, donc l'activité logistique doit venir là ».
je vous demande juste aujourd'hui, et je n'ai pas parlé de l'avant-port, ou l'avant-port, je suis absolument d'accord, et probablement que tout à fait au sud, on peut les mettre aussi. Mais la vraie question, c'est où je dois les mettre, et pas se dire comment je rentabilise par la nature de mon activité historique d'il y a 130 ans. Et à un moment donné, cette discussion-là, il faut l'avoir. Où est-ce qu'il faut mettre des pôles logistiques? Et il en faut, hein, mais pas forcément là où l'acteur foncier a ses surfaces en 2019. Le monde a changé. Alors, Monsieur Dassy, vous avez finalement porté une réponse assez proche de celle de Monsieur Borret, c'est de dire qu'il y a une série d'activités plus quotidiennes, plus pratiques, qui nécessitent aussi et qui sont les grands oubliés. Donc, vous pensiez à quoi notamment? On peut faire passer le micro. Ah, excusez-moi. C'est vrai que vous avez été interpellé, on peut vous laisser quand même. Interpellé. Je suis assez d'accord par rapport à la rationalisation de l'espace. Donc, c'est sûr que les activités d'il y a 100 ans n'ont pas spécifiquement doivent être réanalysées. Est-ce qu'on doit mettre aujourd'hui la même activité là où c'était avant? Pour répondre à ça, je pense que le port, dans son nouveau contrat de gestion et dans son nouveau master plan, a un des 3 axes stratégiques, est le port dans la ville et la ville dans le port. Donc, on a vu récemment, par exemple, le bassin Beko qui est en train de se transformer, où les activités industrielles ont quitté pour laisser place plutôt à des activités de type récréatif et un parc. Mais donc, effectivement, cette réflexion doit être menée. Après, pour rebondir sur la question de la notion de production, pour l'instant, l'affectation du sol est relativement bien décrite comme zone d'activité portuaire et de transport, permet la logistique, permet des activités productives. Voilà, je pense que dans notre cadre, dans le cadre du port, tout à l'heure j'ai dit que c'était un problème, une notion vague, mais dans le cadre du port, elle est relativement, pour l'instant, bien... Protectrice en tout cas. Oui, elle est assez cloisonnée, on va dire. Oui, je reviens à Monsieur Dassy qui, peut-être pas nous parler du plombier de Monsieur Borret, mais pourquoi pas? Non, je n'avais pas particulièrement le plombier en tête, mais pourquoi pas. Quoique, ça peut tout à fait s'y appliquer aussi. C'était la question de l'existant à transformer. Donc aujourd'hui, il y a des activités productives en ville, et quand on pense aux nouvelles politiques, au plan industriel ou aux différentes initiatives qui sont prises en la matière, on a parfois tendance à se focaliser fort sur les start-up innovantes, les nouveaux types d'activités, les makers et autres choses comme ça, qui ont leur intérêt en soi, hein, ça je ne conteste pas, mais on a peut-être parfois tendance à oublier ce qui existe, qui fournit un emploi aujourd'hui plutôt de qualité, on l'a dit, par rapport à certains emplois de service dans lesquels on voit des innovations qui ne sont pas forcément de nature à apporter des emplois de qualité. Et donc cet existant-là, qu'on sait être aussi appelé à se transformer au vu des défis que rencontre aujourd'hui une ville comme Bruxelles en termes de perspectives d'économie à zéro carbone, d'économie circulaire ou autre. Je pense que dans les débats, il ne faut pas oublier la grosse majorité d'entreprises en fait qui sont dans la place, qui emploient des gens, qui fournissent un travail et à qui on doit s'organiser, avec qui il faut s'organiser pour permettre d'offrir un avenir, et donc peut-être penser l'orientation des aides publiques au développement économique avec ce type de critères-là en tête en premier, de dire quels sont les types d'activités qu'on vient soutenir, à quelles conditions, avec quelles perspectives d'avenir. Vous ajouter quelque chose? Oui, je voudrais quand même expliquer sur mon plombier, parce que je trouve, de manière emblématique, il est représentatif pour effectivement, toute une série de jobs et de professions qui sont en ville et qui sont old school, qui étaient là toujours. Ce sont les professions de réparation, de maintien, d'entretien. Et donc, on aura toujours besoin. Hein? Si on a un problème avec la tuyauterie, on ne peut pas réparer online. Donc, on aura toujours besoin d'un plombier. Eh bien, aujourd'hui, les plombiers à Bruxelles, ils habitent toujours encore au centre, le long du canal. C'est assez rare pour une capitale européenne qu'il y a toujours la possibilité d'habiter tellement central. Eh bien, le matin, un plombier de Molenbeek, il sort du centre pour aller au FAC Overmarkt, ici à Drogenbos, etc., pour les pièces de remplacement. Et puis, il rentre au centre pour faire les réparations dans la maison du centre. Et il est dans les embouteillages. Et tout ça, en fait, c'est bien sûr absurde, c'est stupide, c'est d'une perte de temps, c'est pas du tout durable. Et tout ça parce que les urbanistes comme moi ont oublié
de prévoir d'espaces abordables en plus pour un petit dépôt de plomberie en ville. Et donc c'est ça qu'il faut changer. C'est ça qu'on change aussi dans la politique de la régénération du zone du canal. Alors là, c'est ça le concept de la ville productive, qu'on intègre des espaces pour ce genre d'activité, que ces espaces existent, qu'ils sont disponibles, et deuxièmement, qu'ils sont payables, abordables, bien sûr. Donc là, on est vraiment dans la question des segments. Hein. Donc, est-ce qu'on vise l'internationalisation? Est-ce qu'on vise le local? Les deux sont pas forcément. Il faut peut-être faire les deux, mais il faut penser à pas oublier l'un en défaveur de l'autre. Parce qu'il y a bien sûr une fascination pour l'international, l'innovation, tout ce qui est touché au Fab Lab, tout ce qui est très hipster, hein, les petites brasseries, tout ça. Mais on ne peut pas oublier les jobs de base, en fait, qui sont très, très, très liés à l'urbanité. Ouais. Ce qui me renvoie d'ailleurs à une Alors, c'est quelque chose qui est souvent passé très vite en fin d'exposé, mais de nombreux orateurs. C'était la question de la main-d'œuvre. C'est-à-dire, c'est bien beau de vouloir favoriser ça, mais on peut avoir des espaces. Encore faut-il avoir des gens qualifiés pour le faire. Et donc, la question suivante que je vais vous poser, c'est peut-être une question un peu radicale. Je vais le dire, voilà. Est-ce que, quand bien même on voudrait encore, je veux dire, maintenir le combat, essayer de maintenir des activités productives, quel que soit leur type, que ce soit du plombier ou du designer sur imprimante numérique, est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui à Bruxelles, on n'a pas déjà perdu le combat de la formation? Donc ça veut dire, est-ce qu'on est encore capable aujourd'hui à Bruxelles, est-ce qu'on a encore la main-d'œuvre ou est-ce qu'on a encore la capacité de la former? Voilà, c'est un peu une question, on sort un peu du champ de l'urbanisme, on est dans celui de l'enseignement de la formation. Et donc, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, en matière d'enseignement, en matière de formation à Bruxelles, on est encore en capacité de générer une main-d'œuvre qui puisse remplir ce rôle? Je vais laisser un peu les autres réfléchir, hein, parce que sinon ils vont trop vite. Voilà, je pense que tout le monde a à peu près préparé sa plaquette. Donc, ouais. Alors, les entreprises forment. Je ne sais pas, mais il faut. Oui, si tout le monde joue le jeu. Oui, si on met en place ou qu'on recrée un enseignement égalitaire, qu'on favorise une forme de mondialisation par le bas. Ouais. Dans le cadre des métiers portuaires, on peut qualifier oui. Et alors, il y a un mais. Voilà, mais il faut que les entreprises jouent le jeu dans la formation. Oui, c'est présent et on doit le développer. Ok, donc... pardon, je vous ai oublié. Les chiffres ne viennent pas de moi, mais de la communauté française de Belgique sur l'accès à l'emploi des gens qui sortent de l'enseignement qualifiant en communauté française. 4,67% des jeunes trouvent un emploi après l'enseignement qualifiant. Je traduis dans l'autre sens, 95% des jeunes qui sortent du qualifiant ne trouvent pas de boulot, puisque en fait, la première section aujourd'hui, donc on a besoin de 20 000 personnes à la construction, en plus, indépendamment des départs à la retraite, si on veut faire la réduction de CO2 dans tout ce qui est résidentiel et bureaux à Bruxelles. 20 000 personnes de plus. Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, la première section à Bruxelles, c'est quoi? Employés de bureau. Certaines écoles nous sortent un PISA 235, c'est-à-dire le niveau d'une première primaire flamande à 18 ans, puisque c'est l'âge moyen de la classe. Et donc oui, on a un vrai souci. Alors, donc là, un vrai souci du côté des filières de formation dans l'enseignement, mais je vais peut-être, cette fois-ci, je vais jouer le jeu. Hein, Monsieur Dassy, vous nous disiez, oui, mais il faut que tout le monde joue le jeu. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je ne sais pas où est le micro. Ouais, il est là.
Oui, pourquoi pas les enseignants, effectivement. Je pense qu'il y a peut-être des choses à revoir dans la manière d'organiser l'enseignement, etc. C'est pas faux. Mais je visais aussi, effectivement, le monde de l'entreprise et la possibilité d'utiliser le monde du travail comme élément de formation. Parce qu'on sait très bien aussi que, quels que soient les efforts qu'on puisse faire dans l'enseignement, la rapidité d'évolution des techniques de production et de la manière de travailler dans les entreprises, on ne pourra jamais le suivre au niveau de l'enseignement en tant que tel. Donc je pense que l'enseignement, il a une vocation de former les gens avec une bonne formation de base, qui peut se le permettre de s'inscrire dans le monde du travail et d'y continuer leur formation, et que tous les travailleurs sont amenés à se former tout au long de leur carrière, y compris au début de celle-ci. Et donc je pense que si tout le monde joue le jeu, y compris les entreprises dans leur devoir de formation, on peut sans doute y arriver. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. Alors, bien que je me sois un peu éloigné, je dirais, des questions territoriales au travers de l'enseignement, quoiqu'à Bruxelles, on peut largement en discuter. Quand on parle, par exemple, de Fab Lab, une partie de ces Fab Labs ont souvent, et d'ailleurs ont émergé autour des milieux universitaires, des choses comme ça. Quand on voit à Bruxelles toute une série d'écoles techniques professionnelles qui ont en fait des infrastructures de production. Une des plus grosses infrastructures de production Horeca à Bruxelles, elle est sur le site du campus du CERIA. C'est une école hôtelière. Donc voilà, est-ce qu'on n'est pas là avec un acteur que par contre, on a parlé des problèmes de formation, mais j'en ai pas beaucoup entendu parler dans les différents exposés aujourd'hui. On parlait de combinaison entreprise-logement. Mais comment on combine aussi éventuellement les fonctions d'enseignement? Parce que par ailleurs, on a des projets. Il me semble qu'il y a des projets autour des métiers du rail sur certains sites à Bruxelles. Voilà, des sites de formation logistique dont on pourrait même imaginer de partager des infrastructures entre entreprises, enseignement. Donc, quel est un petit peu comment on joue ces acteurs? Alors évidemment, dans un contexte bruxellois où l'urbanisme, l'aménagement, l'économie, c'est compétences régionales, la formation, ces compétences aussi plus ou moins gérées à l'échelle régionale, mais l'enseignement est évidemment, lui, à l'échelle communautaire. Bon. Si vous avez... Ouais. Honneur aux dames. Moi, la première chose que je voudrais dire, je n'aime pas qu'on regarde une personne juste comme un travailleur, et que l'enseignement, c'est l'accès au savoir, et que c'est là que je voulais dire que l'enseignement chez nous était très inégalitaire, on le sait, comparé à même d'autres pays européens voisins, et qu'il faut lutter contre les filières de déqualification aussi. Et donc, je suis pour la formation sur le tas, la valorisation du travail en entreprise, etc. Mais pas pour que ça soit pour bloquer les gens dans des filières déqualifiantes, sous-valorisées. Donc, il faut valoriser la formation, mais aussi l'accès à l'enseignement, un enseignement égalitaire pour tous, quel que soit le milieu social. On sait aussi qu'à qualification égale, certaines populations restent sur le carreau, et les études le montrent, et d'autres pas. Et donc, quand je disais aussi la mondialisation par le bas, c'était que, si on garde des terres d'accueil, des lieux où on peut arriver et trouver à gagner sa vie, et on en vient aussi, et ça peut être une façon de se former, et néanmoins, à un moment donné, se remettre en selle, avoir accès à l'enseignement et à la formation. Et chez nous, tout ça est très, évidemment, segmenté. Après, il y a les problèmes institutionnels, la Belgique, Bruxelles a du mal à construire ses écoles, là, on en vient sur des grands... oui, c'est très vaste. Vaste débat, effectivement. Je souhaitais rebondir sur le fait que c'est le problème de chacun et on doit se mobiliser vu les enjeux. Au jour d'aujourd'hui, CityDef, c'est un peu plus de 200 hectares de terrain, pratiquement 240 000 m² de bâtiments. Ça se répartit sur 48 sites et sur lesquels on a aujourd'hui 450 entreprises. Ces sites, en fait, sont occupés à environ 95%, ce qui fait que les mètres carrés disponibles pour accueillir aujourd'hui de nouveaux acteurs économiques, il y a une grosse pression, évidemment, sur ces mètres carrés-là. Et donc, quid de mettre à disposition, malgré tout, des infrastructures pour participer, avec les moyens qu'on a, aussi à des acteurs liés à la formation. Et je pense que notre conseil d'administration, il y a déjà maintenant plus de 10 ans,
a fait un choix très clair en disant non, c'est un enjeu régional stratégique et donc ça concerne aussi les infrastructures de la SDRB et pas juste accueillir des infrastructures, des entreprises, je dirais, pures et dures, parce que c'est aussi de l'emploi, c'est d'abord des formateurs, tout ce qui tourne autour, et ils accueillent des jeunes, des gens à former. Et c'est comme ça que sur nos sites, on retrouve depuis lors une école qui forme des soudeurs à Neder-Vorenbeek, idem pour les électriciens, des peintres carrossiers pour des peintures sans solvant. Sur Erasme, maintenant Tech City qui vient de s'ouvrir. On travaille à l'ouverture avec Evoleris de Digital City sur Oudergem. Et dans nos cartons, un pôle pour les métiers de la construction, avec toutes les difficultés pour obtenir un soutien de Belliris pour que ça puisse se faire. Mais donc, oui, clairement, ça concerne tout le monde. Et à l'instar d'un ministre-président antérieur, Charles Piquet, pour pas le nommer, a dit, en tant que pouvoir public, ben, prenez chacun vos responsabilités, mais tout le monde est concerné. Il faut faire sauter les bouchons de dire, c'est une compétence régionale, c'est une compétence communautaire, bicommunautaire, ou que sais-je. Tout le monde doit mouiller son maillot avec les cartes qu'il a en main. Et je pense qu'il faut certainement continuer dans cette stratégie. Juste pour compléter, ce qui nous ennuie, par exemple, puisqu'on est aussi gestionnaire de Bruxelles Formation, c'est qu'on a du mal à trouver des jeunes de moins de 25 ans qui veulent encore apprendre. Et des métiers où il y a des places. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils ont, pour l'essentiel, été dégoûtés du monde de l'enseignement. Et donc, on a du mal à les remettre dans un chemin en disant « j'ai arrêté à l'école à 14 ou 16 ans, il serait quand même bien d'apprendre quelque chose ». Et ça, c'est un vrai enjeu sociétal. Et je pense que là, on a une co-responsabilité dans tous les sens. Juste pour rappeler quand même, parce que je ne voudrais quand même pas être trop négatif, c'est qu'on a aussi, de toutes les régions européennes qu'on a mesurées avec un organisme à Bâle, le plus haut nombre de personnes qualifiées en fonction dans la zone métropolitaine bruxelloise. Et donc aussi à Bruxelles. Donc, on a un paradoxe, c'est qu'on a effectivement les plus hauts niveaux de diplômés et avec un vrai problème d'accès à l'égalité de la formation, et ça, on est d'accord. Donc, on a les meilleures écoles, mais on a aussi les plus mauvaises du pays. Alors, vous venez de m'ouvrir la porte, évidemment, puisque ces chiffres, ils sont aussi d'autant plus criants, donc d'écart d'autant plus criants qu'on mesure Bruxelles à l'échelle métropolitaine, plutôt que dans le territoire étroit des 163, peut-être 164, je ne sais plus, on a rajouté 1 kilomètre il n'y a pas si longtemps que ça, purement statistiquement, hein, je vous rassure. Ma question suivante, c'est un peu la suivante, c'est... à Bruxelles, on réfléchit beaucoup dans un cadre qui est le centre de l'ère morphologique. Aujourd'hui, quand vous promenez en Bruxelles, vous arrivez à Wemmel sans vous en rendre compte, vous continuez partout. Même la ville morphologique dépasse le territoire régional. Dans plusieurs exemples qu'on nous a montrés, on nous a montré qu'il y a toute une série de dynamiques qui se passent sur une forme de pérurbanisation, mais pérurbanisation proche, pas forcément très très loin. Ça peut vraiment être des exemples. Je peux citer par exemple un acteur économique qui m'a expliqué, c'est un traiteur qui est à côté du carrefour Léonard, parce que c'est le seul endroit où il a trouvé un endroit pour héberger. Alors pour la petite histoire, évidemment, c'est drôle, et je vous rassure, il a tout bien nettoyé, mais donc ce traiteur a réinvesti une ancienne porcherie, parce que c'est le seul bâtiment qu'il a réussi à trouver avec une accessibilité suffisante par rapport à son marché. Donc voilà, on est là souvent à réfléchir sur le territoire. On a parlé des questions de l'avant-port, donc pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec la géographie portuaire, il y a une continuité portuaire aussi en région flamande, d'ailleurs plus qu'en région wallonne, vraiment plus en région flamande, d'infrastructures portuaires, ou avec des espaces et des disponibilités de places qui sont largement plus grands. Donc ma question est un peu la suivante, et elle va être assez simple. Ma question est la suivante, c'est donc... est-ce que pour le moment, vous trouvez que les politiques par rapport à ces questions d'activité productive ont réalisé qu'il y a une périphérie à Bruxelles? Alors, c'est un point dur. Le carcan
territoriale est en fait un atout urbanistique. La question de la mobilité, oui, mais il faut sortir de la compétition territoriale. Ouais, les acteurs se sont-ils posé cette question? Un petit schéma. Le schéma indique comment est géré le canal, en fait, quand on part de la mer du Nord vers le sud. Donc, la région flamande, puis la région bruxelloise, la région flamande, la région wallonne. Et donc, les acteurs, vu le saucissonnage institutionnel, est-ce que les acteurs compétents pour chaque région ont fait des études stratégiques ou se sont même posé les questions de la gestion globale de la question que vous soulevez? J'en doute. Et Monsieur Willox, vous avez répondu, je ne sais plus à quelle feuille vous êtes. Partout en Europe, c'est comme ça, donc on doit arrêter de s'en plaindre et il faut avancer. Ok, alors là, j'avais deux images de carcan, je pense pas avec le même point de vue, si je me trompe pas, je sais plus ce que vous aviez dit. Je vais peut-être commencer par le côté, le carcan territorial est un outil urbanistique. Si on peut faire passer le micro, je sais pas où il est. Oui, c'est à cause du carcan institutionnel ou le carcan territorial, il y a cette volonté politique d'absorber la croissance, par exemple, la croissance démographique sur son propre territoire. Il y a cette volonté de maintenir toutes les activités productives ou économiques qui existent sur notre propre territoire. Et donc, bien sûr, ça pose des problèmes. De l'autre côté, au niveau de l'urbanisme, c'est un atout parce que ça nous incite à trouver des solutions de densification, de mixité, de superposer. Donc tous les projets concrets dont moi je peux témoigner, donc les résultats des concours BMA, etc., ce sont des projets mixtes qui essaient de mélanger des logements, mais de manière convaincante, sans beaucoup trop de nuisances, avec des activités productives. Eh bien, toute cette série d'inventions typologiques, d'innovations typologiques, ils sont possibles exactement parce qu'on est forcé d'essayer de concentrer tout sur notre territoire. Donc de là que c'est un atout. En Flandre, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que bouwmeester à Anvers. Si une entreprise quitte Anvers, oui, c'est dommage pour les chiffres d'emploi de la ville d'Anvers. Mais ce n'est pas trop dommage parce qu'en fait, l'entreprise elle va déménager à la périphérie, donc à Contig. Donc, ça compte toujours dans les chiffres de chômage ou d'emploi de la Flandre. À Bruxelles, bien sûr, la situation est différente. Si Bpost sort de Bruxelles, alors c'est une perte d'emploi importante. De là qu'à l'époque, on a sacrifié un beau terrain pour y mettre un projet très, très, très à l'ancienne, donc horizontale, juste une boîte fermée, etc. Aujourd'hui, je constate que ce genre de grands terrains qui sont devenus rares, que de manière générale, on cherche des solutions plus denses, plus parcimonieuses par rapport à l'usage du sol, parce qu'on ne peut plus se permettre de sacrifier des terrains de cette manière pour une solution typologie, donc une typologie qui consomme en fait de l'espace. Et donc de là que le carcan institutionnel, je le considère vraiment au sens urbanistique comme un atout, comme un avantage. Peut-être juste encore pour ajouter, parce que la question aujourd'hui est aussi quel genre d'entreprise, quel genre d'activité économique est-ce qu'on veut donc accommoder à Bruxelles, faciliter à Bruxelles. Et alors là aussi, je trouve le carcan institutionnel un atout parce qu'il nous force d'être sélectifs. Donc, il n'y a pas trop de terrain, il n'y a pas trop de bâtiments pour des activités productives à Bruxelles. Alors, mettons des priorités. Donnons de la priorité à des activités qui contribuent quelque chose de manière durable à la vie urbaine, qui sont foundational, qui garantissent un emploi local. Que les autres, oui, qu'ils partent, qu'ils quittent la ville, c'est pas grave. On peut se permettre, on est même obligé d'être sélectif, d'avoir une bouche finée ou c'est quelque chose comme ça. Faire la fine bouche. Oui, voilà. Merci. Oui. Et puis... Je souhaitais évidemment rebondir
Là-dessus, je vais rapidement évoquer avec vous 3 petits exemples pour montrer l'enjeu, la problématique et le surréalisme un peu bruxellois aussi. En 2005, Hewlett-Packard, installé sur le site Da Vinci, à l'endroit où il y a le décathlon des verts aujourd'hui, annonce qu'il déménage à 600 mètres de l'autre côté de la frontière régionale pour des raisons purement de tableur Excel, delta fiscal, pure opération de rentabilité financière. Campagne de presse alarmiste, hein, les grosses entreprises quittent la région. Quel était l'enjeu pour l'emploi bruxellois? Il était nul. 100% des Bruxellois qui travaillaient là, le fait d'aller travailler à 600 mètres un peu plus loin, n'était pas un enjeu important. Par contre, 2 ans après, il y avait des grosses décisions qui étaient prises à Pasadena et qui visaient à écrémer l'ensemble du personnel de HP au niveau mondial, dont 146 emplois qui étaient installés à Diegem. On peut bien imaginer que ça concernait un certain nombre de Bruxellois. À l'époque, nos autorités se sont bien retranchées en disant « c'est en Flandre, nous, ça ne nous concerne pas ». Donc, heureusement, au jour d'aujourd'hui, les esprits ont un petit peu mûri. Exemple 2, beaucoup plus récent, D'Itraine, qui souhaite valoriser son site rue du Mail à Ixelles, un jet de pierre de la place du Châtelain. Vous pouvez imaginer combien vaut le mètre carré, identifie les choses, décide de déplacer leur atelier de carrosserie, en fait, dans le sud de Bruxelles et in fine, pourquoi pas à Drogenbos. Bon, certains ont dit de nouveau on quitte la région, mais en fait, où est le problème? Que ces emplois vaillent à Drogenbos, il n'y aura pas de grosses répercussions, voire pas de répercussions sur l'emploi bruxellois. C'était bien différent s'ils allaient s'installer à Bastogne ou à Ostende, mais à Drogenbos, il n'y a pas de problème. Et donc, de pouvoir relativiser les choses. À côté de ça, il y a des enjeux liés à la logistique de certains business. On a connu, nous, un traiteur implanté à Neder-Overenbeek, et donc intramuros à Bruxelles, qui s'est retrouvé avec une opportunité et qui a déménagé et qui était de l'autre côté du ring. Mais 2 ans après, il a souhaité revenir. Il a dit, moi, au lieu de desservir 7 clients par jour, je ne sais plus en desservir que 5. Et donc, mes concurrents me prennent des parts de marché. Donc, je veux être à l'intérieur du ring. Il est revenu à Bruxelles. Donc, il y a un centre de gravité par rapport à l'offre et la demande de business et le fait de pouvoir être au cœur de la ville et de continuer à la desservir. Je termine avec un seul chiffre. Au jour d'aujourd'hui, plus de 80% des demandes que nous avons pour implanter des entreprises sur le territoire de la région, ça concerne des relocalisations d'entreprises bruxelloises qui sont en difficulté de surface parce qu'elles sont à l'étroit ou qu'elles ne sont plus suffisamment accessibles et qui nous disent « aidez-nous à ne pas quitter Bruxelles ». Donc la question, c'est pas de se retrouver en périphérie ou pas, c'est le fait de pouvoir rester à Bruxelles. Monsieur Bach. Oui, je reviens un tout petit peu sur ta question, enfin sur le point de départ de la question. C'est sûr qu'à partir du moment où on met une frontière quelque part, on va générer des cas qui sont des cas qui frisent l'absurde et éventuellement le ridicule. Et chaque frontière crée ses propres situations de ce type. Si ça nous permet, à nous, Bruxellois, d'être originaux, finalement, je suis assez d'accord, ça va nous permettre de développer des solutions originales et de développer une forme d'identité bruxelloise. Maintenant, sur les relations entre le centre, la région et son hinterland, sa périphérie proche, autant on a donné des cas qui ne posent pas de problème ici et qui sont finalement blancs au niveau final de l'opération. À plus long terme, je rebondis sur une question qui a été posée par l'Assemblée tout à l'heure, se pose aussi la question de la résilience. Et il semble quand même assez nécessaire de préparer pour l'avenir un territoire qui va contenir suffisamment de mixité pour pouvoir relocaliser une série d'opérations, une série de fonctions aussi. Et là, à plus long terme, les questions de la relation entre Bruxelles et son hinterland vont peut-être se poser de façon plus critique si Bruxelles n'est pas elle-même suffisamment équipée, notamment en terrain pour des activités de transformation, pour des activités productives. Voilà, je vous remercie d'avoir joué le jeu. Alors, donc, comme vous le savez, on va organiser une
un atelier plus pratique au mois de janvier. Donc je vous invite éventuellement, vous avez tous mon adresse email. Si vous avez envie de renverser les règles du jeu et cette fois-ci de nous adresser des questions, nous serons très heureux de les traiter au cours de cette activité. Un grand merci à tous les participants à ce panel.